des chauves, des très énergiques et d'autres qui n'ont pas d'énergie. Moi, je crois à la richesse de la différence. Je ne crois pas au nivellement. Cécilia Attias brise enfin le silence. Cette phrase, lancée comme une bombe dans la presse française, a fait trembler les couloirs du pouvoir et les salons feutrés de la haute société. Pendant des années, Cécilia, l'ex-première dame au regard de glace et au destin brisé, s'était réfugiée dans un silence énigmatique. Mais aujourd'hui, tout explose. Elle parle, et ce qu'elle révèle dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer. Les confidences de cette femme qui a partagé la vie de Nicolas Sarkozy ne sont pas de simples anecdotes mondaines, elles sont une déflagration. Trahison, manipulation, chantage, blessures intimes, tout y passe. Derrière les sourires officiels, les clichés parfaits et les discours policés, se cachait une vérité insoutenable. Celle d'une femme piégée dans un monde où le pouvoir et la passion s'entre-déchiraient. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Parce que, dit-elle, le moment n'était pas venu. Parce que certaines pseudo-vérités sont trop dangereuses pour être dites à chaud. Mais le poids du mensonge l'étouffait. Alors, face aux caméras, la voix tremblante mais déterminée, Cécilia Attias a tout lâché. Et la France entière retient son souffle. Les proches s'indignent, les anciens conseillers paniquent, les journalistes s'enflamment, les réseaux sociaux s'embrasent. Chacun y va de son commentaire, de son jugement, de sa théorie. Les révélations de Cécilia ne sont plus un simple témoignage. C'est un séisme politique, sentimental et médiatique. Elle, qui avait juré de ne plus jamais replonger dans la lumière, se retrouve aujourd'hui au centre d'une tempête qu'elle seule pouvait déclencher. Son aveu, brutal et bouleversant, remet en cause l'histoire qu'on croyait connaître. Et pour la première fois, derrière l'image de la femme froide et distante, apparaît une vérité nue, humaine, tragique. Cécilia Attias n'est plus un symbole. Elle est redevenue une femme. Une femme qui, après tant d'années d'ombre, choisit enfin de dire sa vérité, quitte à tout faire exploser. Cécilia Attias a parlé d'une voix posée, presque froide, mais chaque mot qu'elle prononçait semblait trancher l'air comme une lame. Dans une salle feutrée, sous les projecteurs d'une émission spéciale, diffusée en direct sur la chaîne nationale, elle a commencé par une phrase que personne n'oubliera. « J'ai vécu dans un mensonge, orchestré, un rôle qu'on m'a imposé, une vie qui n'était pas la mienne. » Le silence qui suivit fut glaçant. Les journalistes, stupéfaits, cherchaient leurs mots. Les caméras zoomaient sur son visage, captant ce mélange déchirant de dignité et de douleur. Elle n'a pas cherché à se faire plaindre, elle a simplement décidé de tout dire, d'exposer ce que des années de secret avaient enfoui. Cécilia a évoqué les coulisses d'un mariage présidentiel présenté comme parfait, mais rongé par la solitude, la surveillance, la manipulation. Elle a décrit des nuits entières sans sommeil, les téléphones qui sonnaient à l'aube, les conversations murmurées dans les couloirs de l'Élysée, les regards méfiants des conseillers. Elle a parlé d'un monde où la tendresse se mesurait en apparitions publiques et où chaque geste intime devenait une stratégie politique. Puis, d'une voix tremblante, elle a lâché une phrase qui a glacé tout le plateau. Il y a eu des menaces, des pressions et des secrets que j'ai dû porter seule pour protéger mon fils. L'onde de choc fut immédiate. Les réseaux sociaux explosèrent. En quelques minutes, les mots « Cécilia »,« révélation »,« Sarkozy » trônaient en tête des tendances. Les anciens proches du couple tentèrent de minimiser, certains parlèrent de fragilité émotionnelle, d'autres d'un coup de communication, mais rien ne pouvait atténuer la force brute de son aveu. Dans les heures qui suivirent, les chaînes d'infos diffusaient en boucle les extraits les plus marquants. Son visage grave, son regard fixe,
les tremblements imperceptibles de ses mains. Des images d'archives ressurgirent, des photos d'elle au bras du président, souriante, élégante, mais avec ce regard lointain que personne n'avait su lire à l'époque. Aujourd'hui, chaque cliché prenait une autre dimension. Des anciens collaborateurs se souvenaient soudain d'anecdotes étranges, une porte claquée, une disparition soudaine, une lettre jamais envoyée. Une amie proche, restée dans l'anonymat, confiait au journaliste « Elle a déjà été brisée, mais personne ne voulait le voir. Elle devait incarner la perfection coûte que coûte. » Pendant ce temps, Cécilia poursuivait son récit, sans détour, sans pause, comme si retenir quoi que ce soit risquait de la faire exploser de l'intérieur. Elle a évoqué le poids des apparences, la douleur de devoir sourire quand tout s'effondre, la peur d'être effacée de l'histoire. Elle a raconté les moments de panique, les crises d'angoisse dans les loges, les mots durs échangés derrière les rideaux avant les cérémonies officielles. Elle a parlé de sa fuite, ce fameux départ en Suisse, présenté alors comme un caprice, mais qui n'était en réalité qu'un cri d'alarme étouffé. Les journalistes, hypnotisés, notaient frénétiquement. Chaque phrase de Cécilia était une mèche allumée, prête à enflammer un nouveau scandale. Dans la rue, les réactions se mêlaient entre stupéfaction et compassion. Certains la qualifiaient de courageuse, d'autres d'ingrate. Devant les kiosques, les magazines rivalisaient de titres chocs. Cécilia balance tout, l'enfer derrière le glamour, la vérité interdite. Les talk-shows s'en emparèrent, les chroniqueurs débattaient, les anciens amis se taisaient, craignant d'être les prochains à être nommés. Et pendant ce temps, dans son appartement new-yorkais, Cécilia regardait les images de sa propre confession repassées à la télévision, comme si elle découvrait elle-même la portée de ces mots. Ses proches la décrivent dévastée mais soulagée, consciente que ce qu'elle venait de faire allait bouleverser à jamais l'histoire de son nom. Car ce n'était pas seulement une histoire d'amour brisé, ni une vengeance tardive. C'était le cri d'une femme que la France croyait connaître, mais qui, pour la première fois, apparaissait sans masque, sans phare, sans protection. Elle avait choisi de ne plus jouer le rôle que d'autres avaient écrit pour elle. Et ce soir-là, sous la lumière crue des projecteurs, Cécilia Attias ne dénonçait pas seulement un homme, elle dénonçait un système, une époque, une illusion collective. Les mots jaillissaient encore chargés de rancune, de douleur, mais aussi d'une étrange forme de libération. Les visages des journalistes, livides, en disaient plus que toutes les analyses. Dans les coulisses, on parlait déjà de l'affaire Attias, d'une tempête politique à venir, de noms susceptibles d'être éclaboussés. Un frisson parcourait Paris. La vérité, longtemps tue, venait de trouver une voix, et cette voix, c'était celle de Cécilia. Les heures qui suivirent furent d'une intensité presque irréelle. Chaque mot de Cécilia semblait encore résonner dans l'air, comme une détonation lente et continue. Les rédactions s'agitaient, les émissions spéciales se multipliaient, les experts en communication s'invitaient sur tous les plateaux pour décortiquer le beau moment Attias. Mais au-delà du tumulte médiatique, c'est la dimension humaine qui bouleversait le pays. Dans les cafés, on chuchotait son nom, dans les salons parisiens, on feignait la surprise tout en échangeant des regards lourds de sous-entendus. Une femme qui ose dire la vérité sur un monde bâti sur le secret, voilà ce qui dérangeait le plus. Cécilia, jusque-là perçue comme distante, presque hautaine, apparaissait soudain terriblement humaine, vulnérable, mais d'une force inouïe. Des extraits inédits de son entretien commencèrent à circuler sur les réseaux. Dans l'un d'eux, elle murmurait presque « On m'a demandé de me taire, de sourire, de pardonner, mais le silence,
c'est une prison. Une phrase devenue virale en quelques heures, reprise sur des milliers de publications, accompagnée de photos en noir et blanc où elle apparaissait, les yeux baissés, comme écrasée par le poids de son propre passé. Une autre séquence fit encore plus de bruit. Le moment où elle évoque une lettre cachée, un document qui, selon elle, pourrait tout changer. Cette lettre, écrite il y a des années et jamais rendue publique, serait, selon ses mots, la preuve ultime que la vérité avait été enterrée vivante. Personne ne savait ce qu'elle contenait, mais la simple allusion suffisait à plonger tout Paris dans un état de fièvre. Les proches de l'ancien président s'organisèrent en urgence. Certains nièrent, d'autres se murèrent dans le silence. Des avocats furent donc contactés, des communiqués préparés à la hâte. Les paparazzis campaient devant son immeuble, espérant une nouvelle déclaration, une réaction, un détail inédit. Des images volées la montrèrent sortant de chez elle, seule, vêtue simplement d'un manteau beige, les traits tirées, le regard fixe comme absente. Cette photo, publiée en une du Paris Match, fit encore grimper la tension. « Elle n'est plus une icône, elle est une survivante », titrait le magazine. Les confessions de Cécilia avaient ouvert une brèche que plus rien ne semblait pouvoir refermer. D'anciens membres du cabinet présidentiel, aujourd'hui à la retraite, commencèrent à parler à leur tour. Des murmures de corridors, des confidences d'époque, des archives oubliées refirent surface. On découvrit des notes manuscrites, des messages interceptés, des rendez-vous mystérieux dans des hôtels discrets. Chaque nouvelle pièce ajoutait un fragment à un puzzle qui, peu à peu, dessinait un portrait bien différent de celui que l'histoire officielle avait retenu. Cécilia, de son côté, se tenait à distance, refusant toute interview supplémentaire. Ses proches racontaient qu'elle écrivait, sans relâche, des pages entières, des souvenirs, des lettres jamais envoyées. Certains parlèrent d'un livre à venir, d'autres d'un documentaire. Ce qu'elle avait commencé n'était qu'un prélude. Son entourage le savait. Elle n'avait pas tout dit. Dans une soirée privée à New York, une amie confiait à demi-mot « Il lui reste encore les mots les plus durs. Ce qu'elle garde, c'est ce qui brûle le plus. » La France, suspendue à chaque rumeur, vivait au rythme de son silence. Les chroniqueurs parlaient d'une révolution émotionnelle, d'une confession qui dépasse le simple cadre intime. Car en exposant sa douleur, Cécilia révélait aussi celle d'un pays tout entier, fatigué des faux-semblants, asphyxié par la mise en scène du pouvoir. Les débats prenaient une tournure presque existentielle. Jusqu'où peut-on aller pour préserver une image ? À quel prix doit-on se taire ? Pendant ce temps, dans l'ombre, des enregistrements oubliés refaisèrent surface. Des images de réception à l'Élysée, où son regard fuyait la caméra, des micros captant des fragments de phrases où transparaissait la tension derrière les sourires. Tout prenait soudain un sens nouveau. Les analystes parlaient d'un puzzle émotionnel, d'une femme qui, en retrouvant sa voix, avait forcé tout un pays à se regarder dans le miroir. Et pourtant, au milieu de cette tempête, Cécilia restait insaisissable. Ni héroïne, ni victime. Juste une femme qui refusait de se taire davantage. Une femme qui, après des années de mensonges étouffés, avait compris que la vérité, même douloureuse, valait mieux que le silence doré des palais. Son nom, désormais, n'était plus celui d'une ancienne première dame, mais celui d'un symbole de rupture, de courage et de renaissance. Et quelque part, dans ce chaos de lumière, de flashs et de murmures, on sentait qu'elle n'en avait pas encore fini. Les jours suivants prirent une tournure presque irréelle, comme si la France entière retenait son souffle dans l'attente du prochain mot, du prochain geste de Cécilia. Les journaux se disputaient les moindres détails de son passé, chaque cliché,
chaque extrait d'interview ressurgi devenait une pièce à conviction dans le grand procès médiatique qu'elle venait, malgré elle, de déclencher. Les rédacteurs en chef parlaient d'un avant et d'un après Cécilia Attias. Le pays vibrait au rythme de ces révélations. Dans les rues de Paris, sur les plateaux télé, jusque dans les dîners mondains, on ne parlait plus que d'elle. Certains y voyaient l'aveu d'une femme blessée, d'autres un acte politique déguisé, mais tous s'accordèrent sur un point: jamais depuis des décennies, une confession n'avait secoué à ce point la République. Une vidéo inédite fit alors surface, tournée à huis clos, quelques jours avant l'interview publique. On y voyait Cécilia, assise dans une pièce dépouillée, un carnet entre les mains, écrivant nerveusement. Elle s'interrompt, lève les yeux vers la caméra et dit, d'une voix presque étouffée, « Il y a des vérités qu'on ne dit pas, parce qu'elles détruisent tout. Mais parfois, c'est la seule façon de survivre. » Cette phrase, diffusée sur toutes les chaînes, fut comme un uppercut. Le visage de Cécilia, à la fois digne et brisé, devint le symbole d'un mal plus profond, celui du poids du silence que portent tant de femmes. Les proches de l'ancien président, eux, se barricadèrent. On parla de réunions secrètes, de stratégies de riposte, d'avocats mobilisés jour et nuit. Les tabloïds britanniques flairèrent l'odeur du scandale international et s'emparèrent de l'affaire. The Daily Mail titrait en une « The French First Lady Who Dared to Speak ». L'image d'une Cécilia, en pleurs, capturée par un photographe caché derrière une haie, fit le tour du monde. La presse américaine, fascinée par la dramaturgie à la française, évoquait une tragédie shakespearienne en plein Paris. Pendant ce temps, des témoignages anonymes commençaient à s'accumuler. Une ancienne maquilleuse de l'Élysée affirma avoir entendu des cris derrière les portes fermées. Un conseiller racontait avoir vu Cécilia quitter une réunion en larmes. D'anciens amis du couple racontaient des scènes glaçantes, des échanges d'une froideur clinique, des regards qui disaient plus que 1000 mots. Et partout, ce sentiment grandissant que la vérité ne faisait que commencer à émerger. Une rumeur se mit alors à courir. Un carnet secret, tenu par Cécilia durant ses années à l'Élysée, existerait bel et bien. Des pages entières de confidences, de dates, de noms, de détails, qui pourraient, selon certaines sources, faire tomber plus d'une légende politique. Des journalistes affirmaient avoir aperçu ce carnet. D'autres juraient qu'il avait été transmis à un éditeur new-yorkais. Le mystère ne faisait qu'attiser la fascination collective. Les chaînes de télévision proposaient des reconstitutions, des documentaires express, des débats où les chroniqueurs s'écharpaient sur la légitimité de sa démarche. Les uns parlèrent de courage, les autres de trahison. Mais dans la rue, dans les commentaires en ligne, c'était une autre voix qui dominait, celle d'une France émue, bouleversée, reconnaissant dans le regard fatigué de Cécilia quelque chose d'universel. La lassitude, la peur, la solitude d'une femme qui avait trop longtemps joué un rôle. Les psychologues, invités sur les plateaux, parlaient d'un syndrome classique de femme effacée par le pouvoir masculin. Les féministes saluaient son audace. Les traditionalistes la fustigeaient. Les lignes de fracture habituelles s'effaçaient pour laisser place à un débat plus intime. Que vaut la vérité quand elle menace tout un empire d'apparence? Et tandis que Paris s'enflammait, une scène glaçante fut rapportée par un témoin. Une nuit, peu après son interview, Cécilia aurait été vue marchant seule le long de la Seine, les mains dans les poches, tête baissée, entourée seulement par le murmure de l'eau et le vent. Elle semblait parler toute seule, comme si elle se répétait quelque chose, confia le témoin à un hebdomadaire. On aurait dit qu'elle se préparait à un nouveau combat. Le lendemain, son entourage annonça qu'elle quittait temporairement la France.
destination inconnue. Certains parlèrent de Genève, d'autres de New York. Mais une chose était sûre, le silence revenait. Lourd, menaçant, plein de promesses inachevées. Les médias, frustrés mais captivés, se mirent à spéculer sur la suite. Un livre, un film, une autre confession, chaque hypothèse devenait une manchette. Cécilia, désormais invisible, planait sur le pays comme une ombre. Son nom suffisait à faire grimper les audiences. Ses mots étaient disséqués, interprétés, amplifiés. Ce qui avait commencé comme une simple confession personnelle s'était transformé en une onde sismique culturelle et politique. Dans les cafés, on murmurait que rien ne serait plus jamais comme avant, que cette femme, celle que la France avait jadis regardée comme une statue de marbre, venait de fissurer le mythe du pouvoir à la française. Et pourtant, au fond, personne ne savait encore ce qu'elle avait réellement révélé, ni ce qu'elle s'apprêtait à révéler encore. Les semaines qui suivirent plongèrent la France dans un état d'obsession presque maladive. Chaque apparition de Cécilia, chaque photo volée, chaque mot de son entourage alimentait un feu médiatique qu'aucune mise au point ne pouvait éteindre. Les talk-shows ne parlaient plus que d'elle, les analystes s'affrontaient en direct. Les journalistes fouillaient les archives, les boîtes mail, les carnets d'adresses de l'Élysée. L'affaire Athias n'était plus seulement une histoire intime, c'était devenu une question nationale, un miroir tendu à tout un pays sur sa propre hypocrisie. Dans les librairies, les ventes de biographies explosaient. Le public voulait comprendre, décoder, saisir la mécanique du silence qui, pendant des années, avait recouvert de dorures les blessures d'une femme. Puis un soir, un nouveau coup de tonnerre frappa la presse. Un extrait sonore, publié anonymement sur Internet, fit surface. On y reconnaissait la voix de Cécilia, calme mais chargée d'une intensité froide, confiant à une amie « Il y a eu des choses qu'ils m'ont fait promettre d'emporter dans la tombe, mais je ne leur dois plus rien. » La phrase tourna en boucle sur toutes les chaînes. Qui était ce « il » ? Quelle vérité restait encore enterrée ? Le mystère s'épaississait, la tension montait. Dans les rédactions, les journalistes parlaient d'une bombe à retardement. Pendant ce temps, les soutiens se multipliaient. Des femmes politiques, des artistes, des intellectuels prenaient publiquement sa défense, saluant son courage d'avoir brisé l'omerta d'un monde d'hommes. Des rassemblements silencieux furent organisés devant le palais de justice et devant l'Élysée, symbole d'une solidarité nouvelle. Cécilia, sans le vouloir, était devenue une figure, non pas politique, mais existentielle, celle de la femme qui ose affronter le pouvoir, la rumeur, la peur. Mais derrière cette vague d'admiration, les menaces revenaient. Des lettres anonymes, des messages d'intimidation, des appels nocturnes. Son entourage parla d'un climat étouffant. Elle-même, dans une rare conversation téléphonique avec un journaliste de confiance, confia « Je savais que la vérité aurait un prix. Je ne pensais pas qu'il serait aussi élevé. » Cette phrase, reprise en titre par Le Monde, fit trembler tout le pays. Des témoins jusque-là silencieux commencèrent à se manifester. Une ancienne attachée de presse parla de documents classés confidentiels, de conversations qu'on lui avait ordonné d'effacer. Un photographe évoqua des clichés jamais publiés, montrant Cécilia en pleurs, seule dans un couloir désert de l'Élysée. Les journaux payotent des fortunes pour obtenir la moindre preuve, la moindre image. Paris n'avait plus qu'un sujet, Cécilia. Et puis survint l'épisode du dossier rouge. Un soir, une chaîne d'information révéla qu'un dossier scellé, contenant des correspondances entre Cécilia et plusieurs figures politiques influentes, circulait entre les mains d'un avocat suisse. Les images floues
du dossier, filmés à travers une vitre, firent le tour des écrans. On y lisait à peine quelques mots, ne pas divulguer avant. La suite, illisible. Ce fut l'explosion. Certains y virent la preuve d'un complot, d'autres une manœuvre orchestrée pour détourner l'attention. Mais une chose était certaine, la tempête ne faisait que s'amplifier. Les plateaux télé se transformèrent en tribunaux. On parlait d'amour, de trahison, de manipulation d'État. Les éditorialistes cherchaient des coupables. Les anciens amis du couple prenaient soin de disparaître des radars. Dans ce tumulte, Cécilia restait introuvable. Son téléphone ne répondait plus, ses comptes officiels restaient muets. Une seule photo réapparut, prise à distance, dans un café discret de Genève. Elle y apparaissait fatiguée, vêtue de noir, les yeux perdus dans le vide. La légende du photographe résumait tout. La femme qui a fait trembler le pouvoir regarde enfin son passé droit dans les yeux. La France, fascinée, attendait la suite comme on attend le dénouement d'un film. Les spéculations enflaient. Un livre, une conférence, une nouvelle interview exclusive ? Rien ne venait. Et ce silence, paradoxalement, était plus assourdissant que toutes ces révélations. Car désormais, chacun savait que Cécilia détenait encore quelque chose. Une vérité plus grande, plus dangereuse, peut-être irréversible. Et puis, soudain, tout s'arrêta. Plus un mot, plus une image, plus une trace. Le pays, suspendu à son souffle, resta figé dans l'attente d'un signe. On disait qu'elle préparait son retour, qu'un livre allait tout révéler, qu'une ultime vérité s'apprêtait à exploser. Nul ne savait quand, ni comment, mais tous sentaient que le silence de Cécilia n'était pas une fin. C'était le calme avant la déflagration. Une vérité encore plus brûlante se cachait derrière ce mutisme glacé. Et lorsqu'elle parlera à nouveau, rien ne sera plus jamais pareil. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer du prochain chapitre de cette histoire hors du commun. Car la suite, vous allez la vivre en direct.